Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, nous accueillons Morgane Janoir, auteur et metteur en scène de L'Ouvrir, accompagné de Valentine Gérinière, musicienne. Bonsoir à toutes les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci de nous avoir invités. Je vous laisse vous présenter, Morgane. Comme tu l'as dit, je m'appelle Morgane. Je suis auteur, metteur en scène, comédien quand c'est nécessaire. Et donc, j'ai écrit ce spectacle, L'Ouvrir, voilà, qu'on va présenter. Valentine. Je suis Valentine Gérinière, j'accompagne L'Ouvrir, la pièce de théâtre de Morgane Janoir. Et j'accompagne à la flûte, au clavier, et j'ai composé les musiques. Ouais. Nous attendons Annabelle Guiraud qui va être avec une invitée de marque dans un instant qu'elle va nous présenter pour une spéciale interview. Nicolas Révidi est également présent avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à Brahim et bonsoir à toutes et tous, chers auditorices. Le thème de ce soir ? Eh bien ce soir on revient sur la marche de Paris, on parlera de l'affiche qui a fait débat et puis aussi de la marche en elle-même, de ses ramifications parce que c'est important. Nous retrouverons Louis-Georges Tin dans sa rubrique Nos couleurs, nos colères tout à l'heure autour de 21h20. Et à la réalisation, bien sûr, on n'oublie pas, pour la partie musicale, Nathan Hilero. Bonsoir Nathan. Bonsoir Brahim, comment vas-tu ? Ça va, merci. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, comme chaque lundi. Bien évidemment, écoute. Et donc, ce soir, pour cette petite émission qui va être d'ailleurs très sympa, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle du coup Sly and the Family Stones. Parce que si jamais vous n'avez pas appris la nouvelle, Sly Stone, du coup, qui est le chanteur et aussi du coup le bassiste de cette formation, a tout simplement décédé le 9 juin dernier. Donc, je profite pour faire de cette émission pour lui rendre hommage. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. La pièce L'Ouvrir, Morgane aborde le passage à l'âge adulte à travers l'histoire d'Alex, une jeune fille en quête d'identité. Valentine enrichit cette pièce avec sa musique, alliant flûte, traversière et diverses sonorités. Ensemble, elle crée une expérience artistique unique, mêlant théâtre et musique autour de thématiques essentielles. Bonsoir et rebonsoir à toutes les deux. Morgane, j'aimerais d'abord que tu nous dises qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire L'Ouvrir ? Alors, L'Ouvrir, en fait, c'est ma vie. C'est inspiré de ma propre sortie de l'hétérosexualité il y a quelques années. Et il y avait cette histoire qu'on me disait, quand t'écris, parle de ce que tu connais. Ouais. Donc, je suis allée au plus simple et au plus efficace. J'ai parlé de moi. Voilà. C'est déjà bien. Oui, c'est un bon point de départ. Comment tu définirais un peu le passage à l'âge adulte dans le contexte de ta pièce ? Alex, c'est comme un petit alter ego et c'est quelqu'un qui est très sage et qui a décidé de tout faire comme il faut pour faire plaisir aux parents, en gros, et à la société. Et donc, elle a des super études, elle a un super diplôme, un petit appartement et puis bien sûr un chéri. Et pour moi, le passage à l'âge adulte, c'est le moment où on commence à faire des vrais choix pour soi et à agir sur sa propre vie. Et dans le cas d'Alex, et donc dans mon cas, c'était entre autres sortir de l'hétérosexualité, sortir de ce chemin-là, qui était un chemin pour faire plaisir aux autres, quoi. Un passage assez intéressant. Pourquoi est-ce que tu as choisi de mélanger autofiction et récit d'autrui dans ton texte ? Je trouvais ça un peu trop auto-centré de parler que de moi. Et puis, en fait, les récits queer, en général, c'est des récits qui marchent par écho. En fait, la reconnaissance de soi dans les récits des autres, c'est hyper important, je crois, dans l'expérience queer. Et donc, je voulais un peu raconter ça, ce truc des échos. Donc, c'est pour ça qu'on entend des enregistrements dans la pièce, d'autres expériences, d'autres amis, voilà, qui résonnent avec celle d'Alex. Et alors justement, à propos d'Alex, qu'est-ce que tu souhaites transmettre comme message à travers cette histoire ? Je crois que le message principal, c'est que ça peut bien se passer. C'est une expérience joyeuse de faire son coming out et de devenir qui on veut être.
Et je crois que c'est vraiment ça le message principal. Ouais. Valentine qui est avec nous. La musique maintenant de Valentine, elle t'a influencé vraiment Alors, concerne la mise en scène? Oui, en fait, c'était une influence en deux sens. Quand je suis allée voir Valentine, je lui ai dit moi, j'aime le rock, j'aime Mademoiselle K, et en même temps, j'aime la comédie musicale. Et Valentine m'a dit c'est super, je n'aime pas tellement les comédies musicales et je joue de la flûte traversière. Je dis c'est ça qui est bien, on va trouver un point commun. Et en travaillant ensemble comme ça, justement, on a trouvé des endroits où ça se rejoignait, qui fait qu'on n'est pas dans le Mademoiselle K avec du rock, mais il y a un peu de ça quand même. Ouais. On est un peu dans la comédie musicale, mais pas trop non plus. Et j'aimais bien qu'il y ait toutes nos influences qui se mélangent comme ça. Ouais. Et les émotions que tu as envie que le public sente, c'est quoi exactement? Tu peux nous dire un peu ce que tu attends du public? Moi, j'aime bien quand le public rigole un petit peu, ouais. Pleure beaucoup. Pleure beaucoup. Mais pas pleure de tristesse, pleure de joie, ouais, je crois, ouais. Et d'émotion. Et ressentent la douceur qu'on a envie de transmettre et la joie de ce personnage. Ouais. En ce qui concerne ton parcours, j'aimerais que tu nous dises maintenant... Qu'est-ce qui t'a influencé exactement pour que tu écrives vraiment cette pièce, cette belle pièce qui va se jouer à Avignon en juillet prochain? En fait, moi j'ai toujours fait du théâtre, j'ai toujours été aussi spectateur de théâtre, j'ai cette chance-là. Avant de devenir metteur en scène, je faisais de la production. Et donc j'avais une petite frustration de spectateur. Je voyais plein de spectacles queer de plus en plus, mais pas tellement de spectacles sur les lesbiennes. Ouais. Genre 1 ou 2, quoi. Et donc c'est venu de là, cette nécessité-là, c'est venu de là. J'aimerais que tu nous dises un retour un peu que tu aurais pu recevoir depuis que la pièce, elle s'est jouée, donc elle se joue. Hein. Oui, elle a joué, on l'a créée en février dernier. Elle a joué dans des festivals et sa plus longue exploitation, c'était au Théâtre de Belleville, dans le 11e arrondissement à Paris, pendant 1 mois au mois d'octobre dernier. Et le retour principal, c'est ça. C'est la douceur. C'est vraiment le retour qu'on a le plus, que les gens se sentent... comme dans un petit cocon, dans un petit nid. Et c'est cool parce que c'était vraiment ce qu'on voulait faire. Donc on est content. Alors Valentine, c'est une première pour toi le théâtre, jouer dans une pièce comme ça? Alors non. C'est un exercice que j'aime beaucoup. C'est évidemment plus qu'un exercice, mais je parle de ça parce qu'il faut être très à l'écoute des comédiens, comédiennes, et aussi de ce qu'on veut transmettre à travers le texte. Et la musique, c'est un peu le contrepoint du texte, c'est un peu l'autre personnage qui est derrière, en écoute, en écho. Et j'avais déjà travaillé au théâtre pour 2 raisons. Déjà, j'ai effectivement déjà accompagné des pièces de théâtre. J'avais accompagné la pièce de théâtre qui s'appelle Amandia, d'une compagnie franco-algérienne. Et j'ai longtemps accompagné une conteuse, je continue de l'accompagner, Clémence Marioni. Donc ce travail de lien, de tissage entre les mots et la musique pure, ça me parle beaucoup. Et on a ça en commun avec Morgane, quand on a été tous les deux chargés de production. Et moi, j'étais chargée de production pour le théâtre. Ouais. J'ai longtemps travaillé sur des textes. Donc voilà, ça m'habite. Ouais. Et alors, comment as-tu abordé cette création musicale pour l'ouvrir? Effectivement, Morgane est venue me voir en disant, voilà, la comédie musicale. Je me suis dit, aïe. Et le rock. Alors, moi, j'adore le rock. J'ai écouté le rock dans les années 90. C'était ma musique. Mais je joue de la flûte traversière. On a trouvé. Je crois qu'on a trouvé. Ce que disait Morgane, c'est à la fois, j'ai voulu répondre à cette bascule, cette histoire d'une jeune fille qui fait tout parfaitement. C'est aussi un petit peu ma bascule à moi. J'ai fait le conservatoire en flûte classique, la danse classique, tout était très classique. Et puis, ça s'est transformé. J'ai commencé à jouer des musiques improvisées, de la musique cubaine, voilà. Et j'ai rajouté des pédales d'effet. Et donc, on a commencé à travailler comme ça avec Morgane en se disant, tiens, qu'est-ce qui peut être original à travers ça, à travers le parcours d'Alex. J'ai essayé de faire à la fois, à des moments, vraiment un personnage contrepoint. Je joue des moments de lignes de flûte improvisées qui sont une sorte de personnage intérieur. Donc je tisse de la musique en même temps qu'elle parle. Donc il y a une sorte de monologue en contrepoint qui se crée avec sa ligne à elle, que je prends vraiment pour une ligne musicale.
Et puis à d'autres moments, j'ai aussi composé vraiment des musiques d'ambiance, vraiment qui permettent de plonger Alex dans une ambiance de bar ou de fête. Là, c'était un grand moment de joie parce qu'on a abordé Ableton et puis on a mis les mains dans le logiciel et voilà. Et à d'autres moments, je suis vraiment derrière en accompagnatrice avec la flûte qu'on a agrémentée de pédales d'effet en harmonie. Donc je me prends vraiment pour un guitariste de rock. Et là, Pauline se met à chanter. Et ça, c'est un grand plaisir de pouvoir, alors que je suis un instrument soliste, de pouvoir accompagner. Et alors, en quoi la musique joue un rôle dans le développement du personnage d'Alex ? Je dirais que, un peu comme je disais tout à l'heure, je dirais qu'au départ, elle est assez discrète et alors sans tout dévoiler pour les spectateuristes qui vont venir nous entendre et nous voir, au départ, c'est vraiment Alex qui est le personnage central et elle chante, enfin, elle est vraiment là. Moi, je suis très en accompagnement. Et puis, petit à petit, il y a une sorte de cassure qui se fait à l'intérieur. Je mets plus de réverb, je vais mettre des cris, du chant dans la flûte, et puis il y a une sorte de grand cri qui se met dedans. Et le travail justement entre vous deux, comment tu travailles avec Morgane pour harmoniser justement le texte et la musique, et là je vous laisse vous exprimer toutes les deux. Là ça a été une collaboration constante en fait. Morgane a cette particularité de metteur en scène qu'on trouve pas chez tous les metteurs en scène, donc chapeau bas pour ça. Morgane est musicien aussi, donc il est souvent passé chez moi pour me dire voilà, la liste de mes influences, j'ai envie qu'on aille par là, tout en me laissant une grande liberté de création. Ouais, j'aime bien faire des playlists d'influences, c'est un gros truc dans mon travail. Et quand je travaille avec notamment Valentine, mais des musiciens au théâtre, j'aime bien dire ok, dans tel morceau c'est ça qui m'intéresse, c'est cette ligne de basse, c'est cette rythmique, c'est l'émotion qu'on provoque. Et puis des fois j'utilise des mots qui n'ont rien à voir avec la musique, mais on arrive à se comprendre et c'est un endroit très, très agréable de création. Tu parlais d'émotion chez le public, vous la ressentez vraiment, cette émotion-là? Ah oui, c'est clair. Ok, oui. L'Ouvrir, c'est un spectacle, on n'est que 3 sur scène. Du coup, il y a Pauline qui est la comédienne. Et du coup, on joue plutôt dans des petites salles avec des petites jauges. Donc déjà, on reçoit tout ce que le public ressent. Et j'ai un souvenir d'une fois à Belleville où on salue. Et en face de moi, en fait, il y avait une femme qui avait un lien avec la pièce et je ne le savais pas. Et qui m'a fait pleurer juste avec sa vibe, quoi. C'était juste son émotion, je l'ai reçue. Comme elle était en face de moi, c'était en pleine face. Et donc, oui, on ressent complètement les émotions du public. C'est pour ça qu'on fait ça. Enfin, je crois, en partie quand même. Il y a combien de temps que vous vous connaissez? En fait, avec Valentine, ça fait quasi 10 ans qu'on se connaît. Ah, 10 ans quand même. Ouais. D'accord. On n'a pas travaillé ensemble au départ, mais on se connaît depuis 10 ans. C'est ça. Et là, pendant 3 semaines à peu près, vous allez être ensemble à Avignon. Et là, ça va être tous les soirs. Quel plaisir, tous les matins. Tous les matins. Oui, on joue à 11h45. C'est un très bon horaire pour nous et pour le public. Un très bon horaire parce que ça va vous permettre de tourner un peu les soirs justement et de voir ce qui se passe. Tout à fait, c'est ça. Ouais. On n'est pas en concurrence avec le IN, donc ça c'est bien. Et à la fois on joue pas trop tôt le matin, ce qui est toujours agréable, surtout à Avignon. Ouais. C'est peut-être un horaire où il y a un peu moins de choses aussi, donc pour les spectateurs, on a moins de concurrence. C'est super. Ouais. Et 3 semaines tous les jours. On a 2 jours de relâche et c'est tout. Mais c'est trop bien, c'est le rêve. On joue au 11 à Avignon. À partir du 11. Non, c'est le 11, c'est le nom du théâtre. Oui. Et on joue à partir du 5. Du 5. Et une fois terminé à Avignon, vous allez revenir à Paris, peut-être faire tourner un peu en France, tourner en France. Alors pour l'instant, on a une date à Nogent-l'Artaud qui est prévue fin septembre, le 29 septembre, dans un festival qui s'appelle le Festival Mascarade. Et ensuite, on verra ce que ça donne avec Avignon, mais l'objectif, ça serait de tourner partout en France. On aimerait bien. Merci, en tout cas, vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Oui, Annabelle Guiraud nous a rejoint, donc elle va nous présenter un invité avant la musique. Bonsoir Annabelle. Bonsoir à toutes et tous, bonsoir Brahim. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Alors, tu peux lancer, si tu souhaites, notre invité. Oui, alors ce lundi, on embarque pour un voyage au pays des mots et des notes. On fait suite aux précédentes interviews avec l'artiste Knae, accordeuse d'émotions. À tout de suite. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Merci pour la musique. Nathan, tu nous proposes?
je vais vous proposer quelque chose d'intéressant quand même, parce que forcément c'est quelque chose auquel je m'attendais pas, mais la personne dont je vais vous parler ce soir, du coup, c'est Sly and the Family Stone, et donc il faut savoir qu'on va aller directement aux États-Unis, et notamment dans les années 60 et 70, là où la musique au final était bien plus qu'un divertissement. Donc ce qui fait que forcément, j'ai envie de vous dire déjà, on avait un cri de ralliement, on avait un manifeste et une utopie en mouvement, parce que au centre de cette révolution musicale, au final, il y avait un nom, c'était Sly Stone, qui était le leader du groupe Sly and the Family Stone. If you want me to stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay, I got to be me. You'll never be in doubt, that's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Calvin Grace, I'm gone, forget reaching me by phone, because I promise I'll be gone for a while. Il est né, en tout cas sous son vrai nom, donc Sylvester Stewart, et il grandit en Californie dans une famille de gospel. Enfant prodige, multi-instrumentiste, il devient DJ à San Francisco et producteur pour d'autres artistes avant de fonder son propre groupe en 1966. Il le lance d'ailleurs, donc Sly and the Family Stone, qui est au final un ovni dans le paysage musical de l'époque. Hommes et femmes noirs et blancs, c'est un batteur blanc, une cuivrée féminine, un bassiste flamboyant et au final, une énergie qui est collective. Sur scène comme dans la rue, ils incarnaient une Amérique qu'on rêvait encore d'atteindre. Child grows up to be somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and bomb. Blood's thicker than the mud, it's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Et la musique, au final, c'était un choc. Un choc funk, soul, rock, psychédélique, le tout en même temps. En 1968, ils sortent Dance to the Music, puis Everyday People et Stand. C'est dansant, mais politique. C'est jubilatoire, mais lucide. En fait, c'est le premier groove militant qui existe. All the things you want are real. You have you to complete, and there is no deal. Avec eux, le funk devient d'ailleurs universel. Ce n'est plus seulement une affaire de rythme, c'est un véhicule pour l'émancipation, un hymne pour les opprimés, une bande-son pour les marches et les block parties. Et puis surtout, il y a la basse. Cette basse révolutionnaire de Larry Graham qu'on retrouvera ensuite chez Prince ou encore Bootsy Collins. Et sans Sly et The Family Stones, il n'y aurait pas de Parliament Funkadelic, il n'y aurait pas même de Michael Jackson, de Outkast, d'Angelo ou sinon plus récemment de Kendrick Lamar. Bref, leur influence traverse le temps, les genres et les continents. Et il y a aussi quelque chose de particulier. Sly and the Family Stone, ils ont participé à la première édition de Woodstock en 1969. Et leur set, du coup, a commencé à 3h30 du matin. Ce qui est quand même assez bien. Et ils ont mis le feu. Il faut savoir que il est 3h30 du matin, ils ont détruit la scène. C'est un gospel funky sous acide, un cri d'amour collectif.
Et pourtant, au final, derrière le succès, la tempête gronde. Sly, victime de pression, de paranoïa et d'addiction, plonge lentement. Le groupe se délite, les albums deviennent de plus en plus sombres. En 1971, There's a Riot Going On incarne cette bascule. Chef-d'œuvre angoissé d'une Amérique désenchantée. Mais même dans le chaos, la musique reste visionnaire, expérimentale, rugueuse, sincère. Sly Stone se retire peu à peu de la scène. Il réapparaît brièvement dans les années 80 puis s'efface. Jusqu'en 2023 où il publie d'ailleurs ses mémoires. Et en 2025, c'est la fin d'un voyage, car si jamais vous ne le saviez pas, Sly Stone s'est éteint il y a quelques jours, donc à l'âge de 82 ans, j'en parlais, le 9 juin dernier. Cependant, ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que le monde entier continue de groover sur ses traces. Chez les rappeurs qui samplent ses breaks, chez les artistes pop qui reprennent ses harmonies, et chez tous ceux qui croient encore à la musique, à une musique capable de faire danser et penser. Sly Stone ne voulait pas juste qu'on l'écoute, il voulait qu'on s'élève, ensemble. Alors ce soir, on lui rend hommage non pas dans le silence, mais en rythme. Nous allons donc écouter un morceau qui s'appelle Poet, et qui est probablement l'un de ses morceaux les plus subtils. C'est l'un des plus beaux. Parce que, en tout cas, Sly Stone, lui, c'était un poète, un vrai. Homo Micro, l'invité du jour. Annabelle Guiraud, ton invité. Et oui, aujourd'hui, je vous emmène sur une île, une vraie île, une petite île au cœur de Paris, l'île Saint-Louis. Là, ici, au fond d'une cour pavée, se cache un petit théâtre à l'ambiance feutrée, le théâtre de l'île Saint-Louis. Sur scène, une pianiste, toi, Akanae.
Ahak Nae, alias Jeanne-Marie dans la vie civile. Mais sur scène, tu es Ahak Nae, pianiste, compositrice et raconteuse d'émotions dans ton spectacle Gaïa. Gaïa, c'est un seul en scène entre récit intime et musique, où chaque note semble nous parler. Aujourd'hui, Jeanne-Marie, tu nous fais le plaisir d'être avec nous sur les ondes d'Homo Micro. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Annabelle, merci pour ton invitation. Alors, si tu veux bien, pour cette première question, que je l'ai prononcée déjà 3 fois. Oui. Ahak Nae, voilà un nom de scène qui résonne tel un mot codé. Peut-on y deviner un rapport avec le fait que tu te décris comme une accordeuse d'émotions? Raconte-nous un petit peu cette signification. Alors, Akinae, en fait, Akinae. je suis partie de... Et c'est vrai que, bon, je vais tout expliquer. Je suis partie du prénom Akina, que j'aime beaucoup, qui est un prénom japonais. Et en fait, j'ai voulu faire quelque chose de fun. Donc, j'ai supprimé le I pour mettre un 1 à la place. J'ai mis 2 A pour donner en fait un volume. Et du coup, ce nom est imprononçable. Tout le monde me dit, mais comment on l'écrit? On te trouve pas, on cherche. Enfin voilà. Et c'était bon. J'ai aménagé ce nom. Ça m'a fait. Et c'est un nom qui m'a Akina qui me fait vibrer, qui me plaît. Et je crois qu'il a une belle signification en japonais. J'ai pas vraiment recherché les origines, mais en tout cas, c'est un prénom qui m'a fait vibrer. Et ce nom de scène pour me représenter. À l'époque, je voulais aussi me cacher, je cherchais un nom de scène et c'est tombé sur ce nom voilà, un petit peu étrange ou voilà, secret, on va dire. Mais c'est vrai que si tu nous racontes un petit peu, il y a une étymologie japonaise et je m'étais basée sur Ahak. J'ai cherché ce que vous pouvez dire Ahak. Et Ahak, c'est une navigation, enfin c'est un navire, c'est un bateau. Et Nae, c'est une musique, et bien telle la musique que tu joues sur scène en fait. Oui. Oui, en fait, il a, je crois qu'il y a aussi, c'est asiatique, il y a le chi dedans, le ki, il y a de l'énergie, c'est un mot d'amour en fait. Voilà, je pense que globalement, c'est un mot qui vibre sur l'amour et puis sur les énergies qui circulent. Eh bien voilà, les énergies qui circulent, on en reparlera tout à l'heure. Je te propose qu'on entre à présent dans le cœur de ton spectacle, Gaïa. Alors Gaïa, c'est un nom de déesse, un déesse mère, la mythologie grecque. C'est la mère de toutes les créatures vivantes, elle nourrit, protège et guérit tous les maux. Est-ce que ce spectacle, c'est aussi un remède? Est-ce que jouer du piano, c'est ta Gaïa à toi? Oui, oui, je pense que tu l'as bien perçu. Et jouer du piano, pour moi, c'est vraiment, et particulièrement la composition aussi, c'est un remède, c'est une introspection, c'est vraiment une concentration pour moi quand je suis derrière le piano. Je suis seule avec moi-même et ça me permet d'évacuer les tensions, d'évacuer les émotions. Et c'est un moment de ressources. C'est un moment aussi, c'est un peu ma promenade à moi, c'est mon chemin et ma promenade de nature. Et oui, c'est un spectacle qui a une forme aussi thérapeutique, évidemment, dans lequel voilà, je me suis épanouie et qui, dans ma musique, qui me fait du bien quand je joue au piano. Et je pense que les musiciens peuvent en parler. Et dans Gaïa, tu viens de nous dire, c'est un moyen d'évacuer. Et oui. C'est vrai, tu nous parles de moments forts de ta vie. Il y a par exemple la solitude, parce que tu étais partie en Afrique du Sud, fin des années 90, je crois bien. Tu parles d'une rupture aussi avec une femme. Oui. Tu parles aussi des attentats de Charlie Hebdo, de la découverte d'un frère jumeau qui est parti à la naissance. Oui, alors voilà, enfin c'est pas. Mais il n'y a pas que. J'avais 6 ans en fait. C'est un petit frère qui est décédé, donc on appelle ça un deuil périnatal. En fait, j'aborde dans ce spectacle des sujets comme voilà, bon, il y a les sujets d'amour, les sujets de vie commune qu'on vit tous, les sujets communs, des sujets sur l'écologie aussi. Il y a quand même 2 textes aussi sur l'écologie, l'enseignement et cette solitude dont je voilà. Mais c'est des émotions. En fait, c'est ce par quoi je suis passée. Et dans mon cheminement de compositrice, en fait, je suis sur le piano, je compose parce que je mets pas de mots à ce moment-là. Et en fait, dans mon cheminement de composition, je compose d'abord la musique. Et c'est seulement après que j'écris les textes. Et j'ai écrit des textes bien plus tard. Et je me suis reconnectée à chacun de mes morceaux en me disant qu'est-ce qui s'est passé en moi à l'intérieur à ce moment-là. Et les compositions musicales, est-ce qu'elles ont été faites au moment où tu as vécu ces moments? Oui, ces émotions. Oui, je pense que... C'est dans l'instant, ça représente... Ça représente une forme d'instant. Il y a des compositions qui sont plus instantanées, comme Charlie Hebdo, je l'ai composé en une nuit. C'est vraiment, d'ailleurs, je le dis dans le spectacle, je me suis mise au piano et je l'ai composé en une nuit. Gaïa, enfin le morceau, j'ai un morceau qui s'appelle Gaïa dans le spectacle, et ce morceau, par contre, a mis beaucoup plus de temps. Là, il s'est vraiment étiré sur peut-être 1 an et demi, 2 ans. Voilà, il y a aussi un cheminement de vie
C'est un cheminement de vie finalement. Donc ça prend son temps, ça émerge quand ça doit émerger, et puis ça mûrit quand ça a besoin de le temps de mûrir. Et ces notes, c'est des mots, c'est tes mots. Et quand tu composes, est-ce que tu penses aux spectateurs? Est-ce que tu crées des virgules, des points, une ponctuation, hein? Je ne suis pas musicienne, mais quelque chose qui nous fait réagir? Non, je suis complètement intériorisée en fait. C'est vraiment, c'est comme d'aller faire un footing. Hein. Quand on fait le footing, on est dans sa bulle, on est dans son introspection et non, je suis vraiment à l'intérieur. Je suis vraiment à l'intérieur de moi et je pense pas du tout à me dire tiens, voilà, ça va donner ça. Non, je sais pas ce que ça va donner en fait. Et ça marche, ça match à chaque session, à chaque représentation. On dit je m'y retrouve. Ouais. Hein, ça fait écho. Tu arrives à faire le jeu de miroir. Ouais, je compose comme des pulses en fait. C'est des pulses que j'aménage. Il y a une forme d'improvisation et puis voilà, j'ajoute dans cette improvisation. Après, il y a une forme de construction et ça forme un morceau. Alors donc on a dit que tu joues au piano. Est-ce que tu joues d'un autre instrument? Le piano, c'est... J'ai joué au violon, mais alors il y a très très longtemps, et j'ai trouvé ça difficile. Et l'avantage du piano, c'est qu'il a toutes ses notes. On n'a pas besoin de fabriquer ses notes. Et puis ça s'est présenté comme ça, et voilà, c'est un instrument qui est vraiment magnifique, pas très pratique, et donc avec la difficulté aussi de trouver des lieux avec des pianos, mais on en trouve dans Paris aussi. Oui, c'est toute une logistique, ça. Voilà, surtout des pianos acoustiques, et je tiens à jouer sur des pianos acoustiques aussi. Est-ce que le piano, selon toi, c'est un instrument qui a des pouvoirs qu'on peut ne pas retrouver, qui sont spécifiques à lui? Tout à l'heure, on parlait de la flûte traversière, là du piano. Est-ce qu'il y a, chaque instrument a une âme? Oui. Moi, enfin, on est deux musiciennes et compositrices sur ce plateau, ce qui est vraiment, vraiment chouette. Moi, je sais que dans le piano, le jour où ça c'est une belle histoire, mais quand j'ai acheté ce piano, j'avais 19 ans et il est arrivé, et j'ai pleuré, je me suis dit, mais ce piano a une âme. C'est vraiment, il a quelque chose. Alors après, est-ce qu'il a un pouvoir en tant que tel? Pour moi, c'est plus le pouvoir de la musique qui est vraiment puissant et qui est fort et qui permet de libérer les émotions, qui permet on sait que la musique adoucit les mœurs, donc voilà, je crois que vraiment c'est la musique aussi qui véhicule des émotions fortes et qui nous apporte aujourd'hui ce relâchement de l'esprit. Voilà, c'est... Alors, je tiens aussi à préciser, dans ton spectacle, tu nous parles de état. C'est un coefficient de résistance en physique. Et quand on est pianiste, ça traduit aussi l'accroche des doigts sur les touches. Et tu en parles à un moment donné, hein, de ce facteur état qui, avec le temps, tu vas lâcher prise sur les touches. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce facteur et justement le lâcher prise des émotions quand on est pianiste? Ce lâcher prise, comment... Alors, état, je sais absolument plus comment je suis tombée sur ce mot, comment je suis tombée sur les définitions. Et sur le lâcher-prise des émotions, non, c'est surtout, en fait, la difficulté pour moi, c'est le rapport, en fait, à la technicité de l'instrument, de pouvoir lâcher prise quand on est en train d'apprendre. Tout à l'heure, il a été évoqué le conservatoire et d'apprendre des morceaux. Et donc, il y a vraiment cette difficulté-là de pratiquer un instrument. Et c'est ce lâcher-prise-là dont je parle, en fait, dans ce texte. Il faudrait peut-être poser la question à d'autres pianistes pour savoir ou à d'autres instrumentistes. Voilà, mais moi, c'est vraiment sur cette pratique. C'est la crispation. C'est la crispation, la difficulté d'apprendre, de se coller sur le piano, de ne pas y arriver, de tourner, de déraper, et voilà, et c'est le dérapage qui est intéressant aussi. Mais ce qui est intéressant, là, on parle de ce fameux facteur état, de la résistance qu'il y a sur les doigts. Mais ce qui est intéressant quand on t'observe, c'est que tu le joues. Les morceaux racontent ta vie de manière chronologique, ça va à la fin, on retourne un petit peu en arrière. Et tes mains aussi, ton jeu évolue, ton regard aussi. Et ce que je vous propose, c'est qu'on expérimente ensemble un petit extrait de ton spectacle Gaïa. C'est parti. Il y a
le piano dans la chambre d'amis. Je passe devant lui sans le voir. Depuis longtemps, j'ai oublié la gymnopédie de Satie. Vous êtes tout oui. Hein, Brahim, tout le monde là autour de la table. Tu nous as saisis, hein, dès les premières notes. On a été emportés. Jeanne-Marie, raconte-nous justement l'histoire de cette création musicale. Cette création musicale, en fait, justement, c'est un vrai dérapage, en fait. C'était, je revenais de mon cours de piano, un exercice de piano, et en fait, c'est un hommage à ma professeure de piano, c'est aussi un hommage à tous les profs, parce que pour moi, voilà, c'est lié à l'apprentissage, l'écoute, les critiques qu'on peut recevoir d'un professeur, et c'est ce qui va nous aider à évoluer, à progresser, à se dépasser. Donc il y a ce message-là, en fait, dans cette construction, je dirais. Et puis moi, ça a été c'est se faire confiance aussi, quelles que soient les difficultés qu'on traverse dans la vie. On peut avoir cette impression que tout est bloqué, figé. Donc c'est vraiment essayer de se faire confiance et puis d'avancer au maximum vers la transformation et l'inattendu aussi sur ce morceau qui est un morceau totalement inattendu, en fait. Et quel est le titre ? Il s'appelle État. État. Voilà, la boucle est bouclée. Alors, intéressons-nous maintenant au lieu. Donc, on a dit c'était au théâtre de l'île Saint-Louis. Un petit nid, au bout d'une rue. D'une cour. Ouais, vraiment, c'est croquignolet, c'est intimiste. Alors, tu nous as dit tout à l'heure qu'il n'est pas évident de trouver un théâtre qui puisse accueillir ton piano. Mais néanmoins, tu vas dire certainement le choix qui doit au moins se tenir sur les doigts d'une main. Pourquoi celui-ci et pas un autre ? L'acoustique ? Parce que ce théâtre détient un piano, en fait. C'est le piano du théâtre. Et c'est vrai que les lieux il y en a pas tant que ça, en fait, dans Paris. Et puis, il est intimiste. C'est un théâtre qui a un charme absolu. Je l'ai rencontré en 2019. J'ai joué pour la première fois en 2019 là-bas. Et puis, il a tout. Voilà, on est dans un cocon, en fait, dans ce théâtre, avec ces fauteuils en velours rouge, les poutres apparentes. Et ce piano sur scène. Donc, il a aussi son petit rangement. On peut jouer du théâtre aussi sur la scène du théâtre de l'île Saint-Louis. Et voilà, et je me suis retrouvée bien. C'est joli, c'est beau, tout est beau, en fait. Et je pense que ça porte aussi cette intimité de mon spectacle qui passe et qui, je dirais... vraiment se sent bien dans ce lieu, en fait. Enfin, tout est en harmonie. Oui, complètement. L'intimité commence dès qu'on passe c'est ça. La porte de l'établissement, de l'immeuble. Alors, on disait accordeuse d'émotions, aligner les émotions avec la musique. Tu le fais avec ton récital, piano-texte Gaïa, et je crois que tu le fais aussi dans la vie professionnelle. Raconte-nous. Oui, j'en parle d'ailleurs à la fin de mon spectacle, puisque donc, je suis hypnothérapeute également, et comme je dis tout le temps, j'accorde les émotions à la fois sur scène, en cabinet, en entreprise aussi, et en visio. Donc voilà, je mets à disposition des outils pour la transformation, le changement, les limitations, les blocages, le stress, l'anxiété, tout ce qu'on peut rencontrer de difficile pour accéder à ces émotions. C'est surtout principalement accéder à ces émotions et puis permettre de les libérer quand il y a besoin de les libérer. Et tu utilises tes compositions ? Alors non, j'utilise pas mes compositions. Là, ça pourrait faire l'objet d'un autre sujet. Je travaille avec la musique des plantes. Voilà, je travaille avec un boîtier qui capte l'activité électrique des plantes et qui transpose en musique. Ça pourrait faire l'objet d'un thème tout à fait intéressant, mais je travaille avec ce boîtier-là. Et pas ma musique parce que les fréquences sont pas adaptées pour ce travail-là. En fait, ma musique peut faire écho émotionnellement à un C'est passé. pas neutre. C'est pas neutre, donc voilà. C'est la musique des plantes, à l'avantage, est une musique totalement neutre. C'est super intéressant. Hein. Chère Jeanne-Marie, on arrive à la fin de notre interview et c'est le moment coup de projecteur sur ton actualité et notamment les prochaines dates de ton spectacle. Alors les 2 prochaines dates, c'est bientôt, c'est le vendredi 27 juin à 21h, le dimanche 29 juin à 17h30. Avec les réservations possibles sur Billets Réduc au nom d'Akinae. A-A-K, le chiffre 1, N-A-E.
Et sinon, on peut te retrouver sur... tu as des réseaux sociaux pour retrouver ton actu, te suivre? Principalement, mon actualité, c'est Facebook, Instagram. J'ai une chaîne YouTube aussi. Vous pouvez aller vous promener sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, Gaïa, récital piano-texte d'Aka Inae. C'est au théâtre de l'île Saint-Louis le 27 et le 29 juin. En attendant, merci Jeanne-Marie pour ce moment suspendu à la frontière entre l'intime et l'universel, entre la musique et le récit, entre Jeanne-Marie et Aka Inae. Merci et à bientôt. Merci Annabelle, merci. Merci à toutes les deux. C'est le moment de retrouver Nicolas Rividi et son invité. Oui, bonsoir à toutes, chères auditrices, et bonsoir Alexandre, tu m'entends bien ? Bonsoir, oui, je t'entends parfaitement. Eh bien, c'est parfait. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Quelques mots pour te présenter. Tu es président de l'Inter-LGBT depuis quelques mois, il me semble. Et donc, tu es à la manœuvre avec évidemment un mouvement collectif pour l'organisation de la Marche des Fiertés de Paris. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Elle se déroulera le 28 juin. Est-ce que tu peux nous rappeler d'ores et déjà le point de départ, le parcours et puis ce qui est au programme ? Alors, le parcours, il va être révélé très bientôt. On part en fait dans les détails, je parle. On part du centre vraiment de Paris en tant que tel, c'est-à-dire vraiment l'hypercentre. Et on arrive autour de Place de la Nation à l'est de Paris. Donc on est en train de fignoler avec la préfecture les différents éléments de détail qui vont être justement mis en avant, puisqu'à chaque fois organiser une marche, c'est un défi technique, logistique, humain, qui demande une préparation sur plusieurs mois et qui donne finalement même une année maintenant au niveau de l'inter-LGBT. On est rentré vraiment sur une professionnalisation de l'organisation de la marche. Alors ça ne veut pas dire qu'on a des salariés, mais on a une équipe bénévole sur lequel on essaye maintenant d'anticiper beaucoup sur les aspects logistiques et techniques pour justement se préparer au mieux. C'est combien de bénévoles la marche, par exemple, là, cette année, tu as un chiffre déjà du nombre de personnes qu'il faut mobiliser pour organiser le jour J ? Oui, tout à fait. Alors cette année, on a eu un énorme élan bénévole. Nous sommes à peu près à plus de 300 bénévoles sur la Marche des Fiertés cette année. Il faut quand même souligner un élément important, c'est que les associations marchantes, les organisations qui se sont inscrites à la Marche des Fiertés Paris-Île-de-France répondent à un cahier des charges qui a été voté par les différentes associations qui marchent et la plénière de l'inter-LGBT, qui est que chaque association, chaque organisation qui s'inscrit à la Marche des Fiertés de Paris-Île-de-France contribue de un ou une bénévole au pot commun des équipes de la Marche des Fiertés, ce qui permet à l'Inter justement de soulager ses besoins en recrutement, même si nous, depuis déjà 2 ans, on s'est lancé sur une politique de recrutement interne à l'inter-LGBT qui progresse d'année en année maintenant. Mais c'est vrai qu'on avait un déficit de bénévoles à la marche, et on en a toujours un, et c'est vrai que l'aide des associations, des organisations qui participent à la marche est essentielle dans cette construction collective. Alors, le mot d'ordre cette année, c'est contre l'international réactionnaire queer de tous les pays, unissez-vous. Donc, qui est un clin d'œil, évidemment, à peine masqué à d'autres slogans militants. Est-ce que tu peux nous dire comment ce slogan s'articule avec les sujets, je dirais, classiques des luttes LGBT, que sont par exemple l'extension des droits des personnes trans, les questions de santé, et notamment VIH et protection contre les MST-IST, sur l'amélioration des conditions de parentalité. Voilà, comment ce mot d'ordre s'articule avec tout ça ? Tout à fait. En fait, c'est simple, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui, quand on regarde au niveau international ce qui se passe, on a par exemple le Royaume-Uni qui indique aujourd'hui que seules les femmes biologiques, entre parenthèses, seraient reconnues des femmes dans le droit. Aux États-Unis, vous avez les personnes trans qui sont prises violemment à partie, qui sont attaquées par le gouvernement de Donald Trump. On a 6,3 millions de personnes qui se retrouvent victimes des coupures budgétaires de Trump sur le programme ONU-SIDA, donc des personnes d'Afrique, d'Asie notamment, qui se retrouvent privées de leur accès à leur trithérapie.
On a en Afrique, vous avez encore 31 pays qui criminalisent l'homosexualité. Alors vous avez du mieux, par exemple, au Botswana, mais vous avez au Ghana, justement, dans la continuité de 2023, des droits qui deviennent de plus en plus compliqués. Vous avez, je vous prends différents continents, mais la Géorgie, c'est pareil, vous avez des lois qui restreignent l'existence dans l'espace public des personnes LGBTQIA+. Et en Russie, nos groupes, nos communautés sont considérés comme des mouvements terroristes. On a des descentes dans des bars. Et même en France, vous voyez, en France, vous avez la loi transphobe de Stage-Brégniaux-Retailleau, votée au Sénat, qui a été arrêtée au moment de la dissolution. Mais vous avez aussi beaucoup l'invisibilisation de la transphobie, de la biphobie, de l'homophobie, bref, de toutes les formes de discrimination envers nos communautés, dans le programme pour l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, ce qu'on appelle les EVARS. Et tu sais aussi que voilà, le rapport de SOS homophobie n'est pas très optimiste sur l'évolution des actes LGBTI-phobes en France. Donc en fait, on est face finalement à une internationale réactionnaire qui agit de façon systémique comme une lame de fond, où nous sommes dans nos communautés les boucs émissaires, et on a quand même des progrès. On prend par exemple l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne par exemple sur les droits des personnes trans, mais ces victoires sont peu visibles parce qu'on est dans un climat boosté par cette internationale réactionnaire, un climat de peur, un climat de résignation, où par exemple les personnes trans sont l'objet de la cristallisation de cet agenda réactionnaire mondial dont le but est de diviser. Donc voilà, on est finalement sur tout un ensemble d'éléments qui se fait sur la sphère médiatique, dans la sphère politique, dans la sphère de la société civile, où cette internationale réactionnaire s'organise contre nous, contre nos communautés, et porte un programme politique qui est rétrograde et mortifère pour tous, avec de façon plus générale, tu sais bien, cette peur de l'autre, cette division de la société qui provoque la guerre, la fin des systèmes de solidarité, la fin de nos principes de démocratie et des droits qui ont été conquis par la lutte finalement. Et on est dans cette écoute de ce qui se passe à la fois sur les LGBTQIA+, mais sur toutes les questions liées à des minorités qui n'ont pas la possibilité de s'autodéterminer par elles-mêmes, que ce soit les personnes handies, migrantes, les travailleurs, les travailleuses du sexe, les personnes racisées, les femmes, qui doivent être silencées, et leurs cris, leur degré de cri étouffé et leurs droits supprimés. Donc justement, tu parles de ça. Il y a aussi des petits sujets qui fâchent dans l'organisation de la marche, puisque l'affiche a été victime d'une campagne de dénigrement, ou en tout cas a fait beaucoup parler ces dernières semaines, notamment alors parce que il y a un garçon qui représente un peu le fascisme, qui est Stourby, etc. Alors ça, visiblement, il y en a qui se sont identifiés aux fascistes, c'est quand même un peu dommage. Voilà, puis il y a aussi des petits détails comme des badges, alors qui symbolisent d'autres luttes, tu le disais à l'instant. Il y a également une femme voilée qui est présentée sur cette affiche. Alors justement, est-ce que tu peux décrire un peu mieux quels sont finalement les axes militants, par exemple sur les sans-papiers, les personnes trans? Il y a un lien qui peut être fait probablement entre justement le fait de ne pas avoir de papier, aussi bien pour les personnes trans que pour les sans-papiers et sans-papières. Est-ce que tu peux nous donner les axes qui correspondent à ça pour ces autres éléments de l'affiche qui ont fait parler? En fait, déjà, ce qui est intéressant de regarder sur cette affiche, c'est que déjà, il y a une indignation à géométrie variable sur des sujets sur lesquels, en fait, on peut comprendre l'émoi ou les interrogations d'associations, tu vois, qui peuvent émettre des réserves sur de la représentation. Mais encore une fois, c'est de la question artistique, de la question figurative. La volonté de l'inter-LGBT, puisque l'affiche, le croquis a été voté en plénière de l'inter-LGBT, et ça a été présenté comme ça par l'inter et par l'artiste Tolavart, qui a un style très cartoonesque. C'est l'idée de représenter, en fait, le mot d'ordre a été donné, l'artiste a construit quelque chose sur la question à la fois de l'international, du côté international des queers de tous les pays, unissons-nous, et de l'autre côté, une volonté de représenter dans une figuration, dans une allégorie, la question de cet international réactionnaire à travers ce personnage gris avec les cheveux noirs, qui est la couleur du fascisme, et mis en chaos technique
et de montrer aussi que quel que soit comment s'habille l'international réactionnaire, que ce soit en bombers ou que ce soit en costard-cravate avec une chemise et une belle cravate, eh bien, ça ne change rien à qui ils sont et le danger mortifère qu'ils sont pour nous. Et c'est d'utiliser finalement, un petit peu comme a utilisé Act Up avec le triangle rose, qui a une histoire très douloureuse, de le retourner finalement à l'avantage pour en faire justement un élément de détournement pour revendiquer politiquement des messages. Et là, l'idée, c'est de retourner cette violence quotidienne, gratuite, cette violence qui tue de l'extrême droite, pour montrer que justement, eh bien, nous ne nous laisserons pas faire. Et donc, cette indignation à géométrie variable, essentiellement quand même qui a été montée en neige beaucoup quand même par des mouvements d'extrême droite. Hein. On a vu Valeurs Actuelles ou d'autres grands médias s'en emparer comme ça, sans même donner la parole à l'inter-LGBT d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque, c'est que c'est toujours les premières personnes concernées qui sont silencées. Et on le voit à l'inter-LGBT, nous n'avons jamais été conviés à des plateaux télé pour échanger. Et donc, si tu reprends les différents éléments de l'affiche, tu as par exemple la question de l'inclusion des personnes handies avec la canne, la question de l'inclusion des personnes en situation de surdité ou muette avec le signe de la langue des signes française. Tu as aussi des signes sur la question du droit à l'avortement en Amérique latine. Tu as également des signes avec le lapin qui est très lié à la communauté queer en Asie. Et puis, il y a la question finalement de l'inclusion de toutes et tous à travers aussi des discriminations qui sont perpétrées. Et on a un énorme travail. Par exemple, tu vois, on parlait beaucoup des badges. Les badges, par exemple, il faut les prendre dans leur globalité. Tu as par exemple la question de la retraite à 60 ans, qui est une question qui est centrale, sur lequel, par exemple, l'inter-LGBT a pris des positions très nettes il y a plus d'1 an et demi sur la réforme des retraites, sur la réforme de la retraite à 64 ans, puisqu'on estime, par exemple, que cette réforme-là, elle va fragiliser davantage un certain nombre de minorités, que ce soit travailleurs ou travailleuses. Alexandre, sur ce sujet-là, c'est en fait visiblement la région s'en est servie, par exemple, pour se servir de ça comme prétexte pour empêcher, en tout cas essayer d'empêcher la marche en retirant les subventions. Est-ce que finalement, du coup, le message passe pas à côté, quoi ? C'est-à-dire que est-ce que finalement, on n'est pas un peu perdant dans l'affaire ? Alors, il y a une cagnotte qui a été lancée pour compenser ce retrait de subventions. Mis à part le fait qu'elle cherche depuis des années un prétexte pour le faire, voilà. Est-ce que au niveau de l'Inter, vous dites on n'aurait peut-être pas dû le faire comme ça, ou alors on s'en fout, on le fait comme ça. D'ailleurs, pourquoi le chaos technique, en fait ? Pourquoi pas dire un terme peut-être plus rude ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement une volonté d'atténuer aussi le truc là-dessus ? Moi, personnellement, un fasciste mort, je m'en fous. Hein. Alors, je crois que t'es parmi les rares personnes qui m'ont fait cette réflexion-là, parce que en fait, si tu veux, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Disons que pour te reprendre les éléments comme ils sont, je sais pas si on se voit ou on se tutoie dans cette émission. Excuse-moi, depuis tout à l'heure je te tutoie, mais tout le monde se tutoie. Bon, très bien, parfait. Parce que moi, je suis parti sur le tutoiement. En fait, si tu veux, la décision de la région Île-de-France, elle se comprend pas. Elle se comprend pas parce que, alors que l'extrême droite, tu vois, elle est aux portes du pouvoir et qu'on est en plus à seulement 3 semaines de la marche, quand notre équipe bénévole, je te l'ai dit tout à l'heure, travaille depuis 1 an à préparer cette manifestation festive et revendicative, en fait, ce choix politique-là, nous, on le trouve à la fois irresponsable et dangereux. Et que c'est un contre-signal qui est inquiétant à l'heure où, par exemple, le même jour que la Pride de Paris, on a nos adelphes de la Pride de Budapest qui sont en danger également pour marcher. Donc c'est là où le prétexte de l'affiche, en fait, tu vois, j'ai expliqué la démarche de l'inter-LGBT, j'ai expliqué la démarche de l'artiste. L'extrême droite, elle, à la différence, elle tue réellement. Et donc, sur cette question de cette représentation figurative-là, tu vois, on a un certain nombre de personnes, notamment dans la presse, parfois dans la presse communautaire, on le déplore beaucoup, qui peuvent nous donner de grandes leçons sur comment faire une marche des fiertés, rassembleuse, etc. Mais la façon d'être rassembleur,
c'est déjà aussi une prise de position politique. C'est comment est-ce que tu fais pour être rassembleur et comment est-ce que tu fais pour porter les combats contemporains des personnes queer, tu vois. Et sur ça, en fait, tu vas avoir plein de visions de la marche et plein de visions du plaidoyer politique qui vont être très différents. Nous, la volonté qu'on a eue sur cette question-là, c'est de porter un message qui est à la hauteur de la gravité du moment qu'on porte. Et donc sur ce point-là, si tu veux, il n'y a pas de bon. Justement, quand tu parlais de mobilisation, y a combien on attend combien de personnes cette année? D'habitude, il y a combien de personnes à Marche des Fiertés? Alors, officiellement, dans les chiffres de l'inter-LGBT, on est entre 400 000 et 500 000 personnes, à peu près. Ce qui est beaucoup, hein. On est pratiquement sur un demi-million de personnes. C'est la marche la plus fréquentée de France, c'est l'une des plus fréquentées d'Europe. Donc, c'est une grosse responsabilité qu'on a d'organiser logistiquement et techniquement. Et c'est ce que je te disais là, c'est que en fait, les échos qu'on a, par exemple, là, j'ai été invitée par la Pride de Montpellier pour intervenir au nom de l'inter-LGBT. On a le maire de Montpellier, Michael Delafosse, qui a apporté son soutien à l'inter-LGBT face aux attaques et au harcèlement qu'on subit de la part de l'extrême droite sur nos messageries privées. On reçoit des photos atroces, on reçoit énormément d'insultes. Donc nous, notre objectif en tant que conseil d'administration et bureau, c'est de protéger nos équipes pour permettre aux équipes de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles pour les associations et avec les associations. Excuse-moi, Alexandre, j'ai l'impression qu'il y a une bascule là-dessus, parce qu'avant, autant on a déjà eu des débats sur des affiches, mais qui restaient plutôt en interne. Et là, j'ai l'impression que pour la première fois, on a quelque chose qui est ouvertement monté en épingle par l'extrême droite. Je ne sais pas si c'est ton sentiment aussi ou non, si c'est d'avant déjà. Vas-y Nicolas, désolé. De quoi? Non, c'est coupé, c'est moi, c'est désolé, vas-y. Oui, alors je disais, j'ai l'impression que c'est la première fois que l'extrême droite se fait l'écho finalement de ces débats d'affiches, etc., qui étaient plutôt des trucs internes, parce qu'il y a plein d'affiches de l'Inter qui ont suscité des débats en fait. Mais là, j'ai l'impression que c'est la première fois que l'extrême droite se saisit du truc. Est-ce que c'est une impression que tu partages ou déjà les années précédentes, vous ressentiez au niveau de l'organisation ce type d'attaque? En fait, on ressent cette pression qui est grandissante d'année en année. En fait, il faut savoir vraiment que c'est une systémique sur lequel taper sur l'inter-LGBT, c'est un sport de l'extrême droite auquel il s'adonne beaucoup avec des arguments extrêmement fallacieux, où il s'essaye de s'attaquer à une ou des personnes en particulier, mais qui en fait, ils n'ont strictement rien à faire de la personne. C'est l'idée de fragiliser un collectif, finalement, un collectif interassociatif. L'affiche de l'an dernier, par exemple, tu vois, elle aurait pu aussi mettre en colère l'extrême droite. Mais comme à ce moment-là, Valeurs Actuelles ou d'autres grands médias d'extrême droite ne s'en étaient pas, médias d'opinion ne s'en sont pas emparés, c'était la liberté guidant le peuple de Delacroix, remise au goût du jour, mais avec des signes assez forts. Notamment, tu avais un homme trans avec... finalement, un peu comme l'affiche de Toulouse, je crois, cette année, qui reprenait ce symbole-là. Ouais, c'est ça. Là, nous, on avait quand même mis des cicatrices, que d'habitude, c'est des choses, tu vois, que certaines personnes veulent masquer, etc. Mais encore une fois, en fait, dès qu'ils ont... Du coup, Alexandre, je suis désolé parce qu'on a un programme chargé et donc on me fait signe en régie de mettre fin à cet échange par ailleurs passionnant. Je me permets juste du coup de rappeler le début de la Pride, donc le 28, j'imagine coup d'envoi vers 14h, c'est ça, centre de Paris? Alors, coup d'envoi aux alentours de 13h30, 14h effectivement. L'arrivée se fait de façon échelonnée parce que tu sais que c'est un cortège sur plusieurs kilomètres. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que il faut être très attentif sur l'atteinte à la liberté d'association et que les associations notamment sont là aussi pour challenger les pouvoirs publics et que nos prides, en aucun cas, et quel que soit ce qu'on pense d'un mot d'ordre, d'un texte d'appel ou d'une affiche, à aucun moment le chantage aux subventions je suis désolé. Et nous serons vigilants sur ça. Je suis désolé, on va devoir arrêter. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Et on retrouvera Alexandre parmi nous quand il veut dans notre émission au micro. Au micro, le cercle Louis-Georges des Tain est le chroniqueurs. fondateur de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie et l'ancien président du CRAN, le conseil représentatif des associations noires. Régulièrement, il explore
explore avec nous les enjeux d'identité, de pouvoir et de résistance. Sa chronique s'intitule « Nos couleurs, nos colères », car il porte haut nos couleurs, celles de l'arc-en-ciel, mais aussi celles de nos origines, quelles qu'elles soient. Bonsoir Louis-Georges. Oui, bonsoir. Merci de nous retrouver pour ta deuxième chronique de la saison. On t'écoute et tu vas nous parler une nouvelle fois Pride. Oui, parce qu'en effet, nous avons eu du 17 mai au 8 juin à Washington la World Pride 2025, qui est l'un des plus grands rassemblements LGBT au monde. Une fête planétaire, cette année placée sous le thème The Fabric of Freedom, la fabrique de la liberté, pour célébrer les 50 ans de la fierté dans la capitale des États-Unis. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont participé. Également Jennifer Lopez, Troye Sivan, des expositions, des rencontres, des débats. Et puis bien sûr, le point d'orgue, la grande marche du 8 juin sur Pennsylvania Avenue. Bref, une célébration de la diversité, de la visibilité et des luttes LGBT à l'échelle mondiale. Mais cette année, cette fête arc-en-ciel s'est déroulée sous un ciel assombri. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président Donald Trump multiplie les attaques contre les droits LGBT, notamment bien sûr les personnes trans. Le 1er mai, un rapport gouvernemental a recommandé carrément la thérapie comportementale, c'est-à-dire pour les jeunes trans, une forme de thérapie de conversion, n'ayant pas peur des mots. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y a eu des décrets contre les politiques d'inclusion, l'affirmation que seuls deux genres existent, et même des ingérences directes dans l'organisation de la Pride. Le Kennedy Center, qui devait accueillir des concerts et des expositions LGBT, a été partiellement désengagé. Plusieurs événements ont dû être relocalisés après que Trump a limogé le conseil d'administration du centre culturel pour y imposer ses vues conservatrices, voire réactionnaires. Cette situation a même suscité l'inquiétude d'organisations internationales. Fierté Montréal, Égal Canada, l'African Human Rights Coalition ont refusé de participer à l'événement par crainte pour la sécurité de leurs membres, notamment les membres trans. Certaines personnes risquaient d'être refoulées à la frontière ou de subir des contrôles intrusifs en raison de leur genre. Alors la question a été posée, fallait-il boycotter l'événement ? On se rappelle, c'est le même débat qui avait eu lieu pour la première Pride, la première World Pride à Rome en l'an 2000, également quelques années plus tard à Jérusalem, compte tenu de la pression des homophobes et des transphobes de tous bords. Mais, en réalité, il est clair que lorsque la communauté LGBT est attaquée, elle doit faire face. À Stonewall, face à l'épidémie du sida, aux lois anti-LGBT en Russie ou ailleurs, le silence ne protège personne. Alors oui, la World Pride à Washington, c'était une fête. Ce fut aussi plus que jamais un acte de résistance. Et après tout, il faut le rappeler, la marche des fiertés est la célébration d'une émeute, celle de Stonewall. Célébrer aujourd'hui, c'est refuser de retourner dans l'ombre. Et puisque nous sommes en plein mois des fiertés, c'est l'occasion d'affirmer haut et fort que la fierté ne se négocie pas, surtout quand la liberté est menacée. Oui, Georges Jetin, pour cette chronique percutante qui rappelle l'importance de la fierté et de la résistance dans notre lutte pour l'égalité. Merci à nos invités. Ils étaient nombreux ce soir. C'était une émission très dense. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Un petit bonsoir tous ensemble. Bonsoir, à bientôt. Tous. Bonne semaine et portez-vous bien et à très très vite. Merci Nicolas, c'était sympa. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend en mots, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.